Imagine un char conçu si lourd que les ponts pouvaient céder sous son poids, si complexe que même les équipes de maintenance préféraient l'éviter, et si démesurément armé que son canon ressemblait davantage à une pièce d'artillerie fixe qu'à une arme destinée à un combat mobile. C'est exactement ce qui s'est produit avec le TEDx soviétique, le dernier char lourd de l'armée rouge, resté pendant des décennies dans l'ombre de ses prédécesseurs comme de ses successeurs. Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi ce colosse d'acier, pourtant doté de technologies avancées, n'a pratiquement jamais été engagé au combat réel. Tu apprendras comment ce char a parfois paralysé des unités entières, pourquoi il représentait une impasse tactique, et pour quelles raisons il est néanmoins resté en service pendant plus de 40 ans. Il existe des récits troublants, évoquant des dysfonctionnements dissimulés lors d'exercices nocturnes, des incidents inquiétants liés à son armement principal, et des décisions techniques si déroutantes qu'elles sont encore aujourd'hui citées comme symbole d'un excès d'ingénierie. Mais ce n'est que le début, car l'aspect le plus absurde de ce char n'apparaît qu'à la toute fin. Reste donc jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre remettra en question tout ce que tu pensais savoir sur la technologie militaire. À la fin des années 40, les forces blindées soviétiques se trouvaient dans une situation étrange. 3 types différents de chars lourds, l'IS-2, l'IS-3 et l'IS-4, étaient en service en même temps, sans qu'aucun d'entre eux ne soit réellement adapté aux nouvelles exigences du champ de bataille moderne. Leur blindage devenait insuffisant, leur mobilité restait limitée et leur fabrication était trop complexe. Ce constat mena à une décision radicale qui engendra un monstre technologique, le TEDx. L'objectif de conception semblait simple sur le papier, créer un nouveau char lourd ne dépassant pas 50 tonnes en ordre de combat, avec une puissance de feu améliorée, une mobilité accrue et une aptitude à la production de masse. Mais ce cahier des charges donna naissance à une machine qui, vue rétrospectivement, semble presque irréelle. Le projet fut confié au bureau d'études de l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk, en coopération avec le tout nouveau Institut de recherche scientifique VNIIZOT 00. À la tête de ce projet, Yakov Kotin, une figure légendaire de l'ingénierie blindée soviétique. Avec à peine 6 mois pour concevoir le prototype et la pression d'une double chaîne de conception entre Leningrad et l'Oural, le projet baptisé Objet 730 fut lancé. Les ingénieurs recyclèrent alors des éléments de conception précédentes. Le châssis adopta la silhouette caractéristique de l'IS-3, avec ce fameux nez de brochet, une proue en acier aux plaques inclinées, censée améliorer la protection frontale en augmentant l'épaisseur effective du blindage. En théorie, c'était ingénieux. En pratique, cela rendait la production infiniment plus compliquée. Le design de la tourelle poussa cette logique encore plus loin. Elle fut conçue d'un seul bloc coulé avec des angles variés et des épaisseurs allant jusqu'à 250 mm à l'avant. L'arrière, lui, n'en comptait que 40. Ce déséquilibre de protection illustrait parfaitement l'obsession soviétique pour le blindage frontal, au détriment de la vulnérabilité latérale et arrière. Résultat, une tourelle massive, coûteuse à produire, difficile à réparer, mais qui donnait une impression de puissance brutale. Pour l'armement principal, on choisit de conserver le canon D25TA de 122 mm, hérité de l'IS-2, mais avec des améliorations. Un système électromécanique de chargement fut ajouté. Le chargeur n'avait plus besoin de pousser manuellement les projectiles dans la chambre. Il les plaçait sur un rail et un mécanisme motorisé faisait le reste. Grâce à cela, la cadence de tir passa de 2 à environ 4 coups par minute. Pas révolutionnaire, mais significatif pour un canon de cette taille. Ce canon était associé à une mitrailleuse coaxiale de 12,7 mm de type DCHK et une autre du même calibre était montée sur le toit pour la défense anti-aérienne. Le système de visée, bien que modernisé, restait très dépendant des compétences du tireur. Le confort et l'efficacité du poste de tir n'avaient même pas suivi les ambitions de puissance. Le moteur, un V12.5 diesel à 12 cylindres en V, développait environ 700 chevaux à 2100 tours par minute. C'était suffisant pour déplacer cette masse d'acier à une vitesse maximale théorique de 50 km/h. Mais en réalité, sur terrain difficile, ce monstre d'acier avançait rarement à plus de 30. La transmission, une boîte à 8 vitesses, et le train de roulement provenait directement de l'IS-4. Les cheniges de 726 mm de large assuraient un appui au sol correct, mais la complexité de l'ensemble augmentait chaque jour le cauchemar logistique. Malgré cela, le prototype fut assemblé rapidement.
Dès le mois d'avril 1949, les premiers véhicules expérimentaux furent prêts. Une série de tests fut lancée. Les résultats furent mitigés, mais politiquement acceptables. À la fin de l'année, une première série de 10 unités sortait des usines. Ce n'était que le début d'un très long parcours pour une machine qui allait incarner, sans le vouloir, la fin d'une époque dans l'ingénierie militaire soviétique. À première vue, le T-10 semblait n'être qu'un dérivé logique de ses prédécesseurs. Mais une fois le regard tourné sous son blindage, on découvrait un labyrinthe mécanique, un véritable excès d'acier et de complexité, incarnant à lui seul une vision extrême de la guerre mécanisée. Rien n'était simple dans sa structure, chaque élément, chaque courbe, chaque boulon semblait avoir été conçu pour impressionner par la masse, au détriment de toute forme de rationalité industrielle. La caisse du char était un défi géométrique, plutôt que d'adopter une forme fonctionnelle. Les ingénieurs optèrent pour une architecture en boîte rigide, avec des côtés composites et un nez incliné formant le fameux museau de brochet. Ce dessin, hérité de l'IS-3, visait à améliorer la protection frontale en inclinant les plaques à 60 degrés, augmentant ainsi artificiellement l'épaisseur que devait traverser un projectile. En réalité, ce concept générait d'importantes difficultés de soudage, de fabrication et de maintenance. On obtenait un gain théorique en résistance balistique au prix d'une surcharge industrielle bien réelle. Le flanc du châssis était constitué de 2 segments, la partie supérieure inclinée, la partie inférieure courbée vers l'extérieur. Ce choix stylistique ne se justifiait ni par la balistique, ni par la production. Il imposait des procédés d'usinage spécifiques, complexes et coûteux. À l'arrière, un panneau blindé pouvait être ouvert pour accéder à la transmission, un rare moment de logique dans un ensemble technique autrement hermétique. Le plancher du char, embouti en forme de coque, présentait à l'arrière une section plate destinée à accueillir la transmission. Pour compenser le manque de rigidité structurelle, des renforts avaient été soudés à l'intérieur. L'espace réservé aux pilotes était situé à l'avant, en position centrale, accessible par une trappe triangulaire coulissante. 3 dispositifs optiques permettaient la conduite, un viseur principal avec grand angle et 2 périscopes latéraux. Le confort était spartiate, l'ergonomie presque inexistante. La tourelle était une pièce massive coulée d'un seul bloc, avec des angles variables et des épaisseurs extravagantes. La façade atteignait 250 mm d'acier plein, tandis que l'arrière tombait à 40 mm. Cette disproportion visait à maximiser la protection frontale, là où les coups étaient censés arriver, mais laissait le reste de la tourelle vulnérable à certains angles d'attaque. La coupole du commandant, installée à gauche, comportait 7 dispositifs de vision périscopique. À droite, une trappe permettait l'accès du chargeur, surmonté d'un support pour mitrailleuse anti-aérienne. Le système de rotation de la tourelle utilisait un mécanisme planétaire, pouvant être commandé soit électriquement, soit manuellement. Bien que robuste, il imposait un effort de réglage constant pour assurer un mouvement fluide. La moindre erreur ou le moindre retard dans l'alignement se traduisait par une perte de précision, un défaut majeur dans une machine de tir de cette envergure. Le canon D25TA, toujours de 122 mm, était monté dans une manteau de blindage moulé. Il disposait d'un frein de bouche à double chambre et d'un verrou automatique à coin horizontal. La portée maximale théorique atteignait 15 000 mètres, avec une distance de tir efficace de 5000. Le projectile, pesant environ 25 kg, était chargé séparément de sa douille, contenant près de 20 kg de poudre. Le système de chargement assisté permettait d'atteindre une cadence de 3 à 4 coups par minute, un exploit compte tenu des masses en jeu. Pour loger ce mécanisme, la tourelle dut être modifiée, ce qui déplaça son centre de gravité et exigea de nouvelles contremasses internes. La manipulation du canon et la coordination avec les viseurs optiques devinrent un exercice de précision quasi chirurgicale. Au final, le T-10 était bien plus qu'un simple char lourd. C'était une forteresse roulante, assemblée pièce par pièce dans une logique de surenchère technologique. Il roulait, il tirait, il tenait ses promesses, mais au prix d'une complexité qui le rendait aussi redoutable pour l'ennemi que pour ses propres mécaniciens. L'entrée en service du T-10 ne marqua pas la fin de son développement, mais plutôt le début d'une longue série de transformations. Au lieu de stabiliser le modèle, les ingénieurs soviétiques entamèrent une escalade technique où chaque nouvelle version cherchait à corriger les défauts de la précédente, sans jamais remettre en cause la logique de base du projet. Ce fut une sorte de fuite en avant technologique, fascinante et absurde à la fois.
La première évolution notable donna naissance au TEDx-A. Ce modèle intégrait un stabilisateur vertical pour le canon principal, baptisé PUOT-1 Ouragan. L'objectif, permettre au canon de rester stable pendant que le char était en mouvement, afin de tirer sans avoir à s'arrêter. Sur le papier, cela représentait un bond en avant. En réalité, ce système complexe, hydraulique et massif perturbait souvent plus qu'il n'aidait. Le tireur devait désormais utiliser un viseur périscopique stabilisé, le TPS-1, fonctionnant à l'aide d'un gyroscope. Ce dispositif, avancé pour son temps, nécessitait une coordination extrême dans un espace déjà exigu et bruyant. Avec la version suivante, le TEDx-B, on introduisit une stabilisation sur 2 axes. Le canon était désormais maintenu en position, tant sur l'axe vertical qu'horizontal. Le nouveau système PUOT-2, surnommé GROM, exigea une refonte complète de la tourelle. Il fallut renforcer les systèmes électriques, recalibrer les moteurs de rotation et adapter le viseur principal, un appareil sophistiqué portant la désignation T2S92914. Ce viseur utilisait 2 miroirs stabilisés indépendamment avec une série de capteurs mécaniques. Le tout formait un système optique d'une rare complexité, qui alourdissait encore l'intérieur déjà saturé de la tourelle. Malgré ses efforts, tirer en mouvement restait un défi. Sur terrain plat, par temps calme, le système fonctionnait. Mais dans les conditions réelles d'un champ de bataille, boue, neige, obstacles, les limites mécaniques prenaient vite le dessus, rendant cette technologie plus théorique que pratique. La version TEDx-M porta cette logique à son extrême. Le canon fut remplacé par un modèle plus puissant, le M62T2, toujours de 122 mm. Sa vitesse initiale dépassait 950 mètres par seconde pour les obus perforants. Pour supporter l'augmentation des forces de recul, toute la structure de la tourelle dut être renforcée. Le frein de bouche à double chambre fut redessiné et un éjecteur de fumée installé à mi-longueur du canon afin de réduire l'accumulation de gaz toxiques dans l'habitacle. La mitrailleuse secondaire fut également remplacée. On abandonna le modèle de 12,7 mm au profit d'un KPVT de 14,5 mm installé à la fois en coaxial et en affût anti-aérien. Ce changement impliquait de nouveaux viseurs, dont le PU1 pour la visée directe et un viseur collimateur WO-K-CAR pour la défense contre les cibles aériennes. Côté motorisation, le moteur B12.6 fut introduit. Toujours un diesel à 12 cylindres, en V, il offrait désormais une puissance de 750 chevaux. Le char, qui approchait alors les 52 tonnes, pouvait atteindre théoriquement une vitesse de 50 km/h, mais dans les faits, cela dépendait entièrement de l'état du terrain, de la météo et de la chance. La boîte de vitesse à 8 rapports fut simplifiée à 6 dans certaines versions pour faciliter la maintenance, au détriment de la précision de conduite. Le TEDx-M fut aussi équipé d'un système de conduite sous-marine, l'OPWT. Le char pouvait traverser des rivières profondes de 5 mètres, à condition d'être préparé longuement. Fermeture hermétique du compartiment de combat, installation d'un tuyau de ventilation flexible et traversée lente du lit fluvial. Une opération spectaculaire, mais rarement mise en pratique. Enfin, la protection interne fut améliorée. Filtre contre les agents chimiques, système automatique d'extinction d'incendie et doublure thermique. Le TEDx-M devenait ainsi une véritable forteresse roulante, à la fois impressionnante, technologiquement avancée et terriblement inefficace dans un monde qui évoluait vers des doctrines de guerre plus mobiles et réactives. Malgré toutes ces modernisations, ses systèmes avancés et sa présence imposante, le TEDx ne fut jamais réellement engagé dans un conflit majeur. Conçu pour des batailles frontales de haute intensité, il traversa l'histoire comme une machine sans guerre, un géant d'acier condamné à l'inaction. Son existence fut marquée non pas par les combats, mais par les manœuvres, les parades, les exercices et les dépôts militaires. Il devint un symbole roulant, trop puissant pour être ignoré, trop encombrant pour être utilisé. Dans les années 50, les forces soviétiques restructurèrent leurs unités blindées, introduisant de nouveaux régiments de chars lourds. Chaque division blindée comprenait désormais 2 régiments de chars lourds et un régiment de chars moyens. Le TEDx y occupait une place de choix, notamment au sein des divisions stationnées en Europe de l'Est, telles que la 13e et la 25e division blindée de la garde. Mais, en dépit de sa puissance de feu, le char restait peu pratique. Son poids énorme, son rayon d'action limité
et son besoin logistique colossal en faisait un fardeau plus qu'un atout. Contrairement à d'autres modèles soviétiques, le TEDx ne fut jamais exporté. Aucun pays allié ne le reçut. Il était considéré comme trop complexe, trop cher et surtout trop symbolique. Ce char représentait l'élite technologique de l'Union soviétique et à ce titre, il devait rester exclusif. Cette stratégie contribua à l'isolement du TEDx sur le plan international. Aucune armée étrangère ne le copia, aucun conflit extérieur ne le vit en action. Le seul événement documenté où le TEDx participa à une opération militaire fut en 1968 lors de l'intervention en Tchécoslovaquie, l'opération Danube. Des colonnes blindées franchirent les frontières pour rétablir le contrôle politique. Le TEDx y fut mobilisé, mais dans un rôle strictement démonstratif. Aucun tir, aucun combat réel. Il roula dans les rues, stationna sur les places, puis repartit. Sa mission ? Impressionner, dissuader, non pas vaincre. Malgré l'évolution rapide des doctrines militaires, le TEDx resta en service pendant des décennies. Les anciennes versions furent progressivement modernisées au standard TEDx-M, ce qui donna naissance à une flotte de chars presque unique, chacun étant un mélange de pièces anciennes et nouvelles. Certains avec les optiques du modèle B, d'autres la transmission du modèle A, mais tous recevaient les mises à jour essentielles pour prolonger leur vie utile, au moins sur le papier. À partir du milieu des années 60, ces mastodontes furent lentement déplacés vers des dépôts de réserve. On les stockait, on les recouvrait, on les testait occasionnellement, mais ils ne participaient plus aux grandes manœuvres. Quelques unités furent utilisées comme matériel de formation, notamment pour apprendre aux équipages à reconnaître les systèmes internes, mais rarement pour conduire. Dans de nombreux cas, ces chars servaient uniquement à simuler la présence de forces lourdes sur le terrain. Certains furent intégrés au stock de mobilisation, prêts à être réactivés en cas d'urgence stratégique. Mais cette hypothèse perdit rapidement tout sens, à mesure que les nouveaux chars de bataille polyvalents prenaient le relais. Le TEDx devint l'ombre de lui-même, un rappel silencieux d'une époque où la puissance se mesurait en tonnes d'acier, non en flexibilité tactique. Ce n'est qu'au début des années 90, après les changements politiques majeurs, que les derniers TEDx furent officiellement retirés du service. 40 ans après sa première sortie d'usine, le char fut rayé des registres militaires. Aucun adieu solennel, aucune cérémonie. Juste le retrait discret d'un géant d'acier, devenu obsolète dans un monde qui ne lui ressemblait plus. Certains furent détruits, d'autres conservés dans des musées, ou comme cible pour l'entraînement. Mais tous avaient échoué à accomplir ce pourquoi ils avaient été créés. Combattre. Lorsque les derniers TEDx quittèrent silencieusement les dépôts de l'armée, une page entière de l'ingénierie militaire soviétique se tourna sans bruit. Ce char ne fut pas seulement le dernier représentant de son espèce. Il en fut la version la plus extrême, la plus massive, la plus radicale. Une apothéose mécanique d'une doctrine bientôt dépassée. À une époque où la guerre moderne privilégiait la mobilité, la communication et la polyvalence, le TEDx continuait d'incarner l'idée que la supériorité se mesure en tonnes de blindage et en calibre de canon. Avec un poids de plus de 51 tonnes, un canon de 122 mm, capable de projeter des obus de plus de 25 kg, et une architecture conçue pour survivre à des impacts frontaux directs, le TEDx ressemblait davantage à une forteresse roulante qu'à un véhicule de combat moderne. Ce n'était pas un outil tactique, c'était un symbole idéologique, une machine conçue pour intimider autant que pour combattre. Comparé à ses prédécesseurs comme l'IS-2 ou l'IS-3, le TEDx était sans conteste plus avancé. Il disposait d'un moteur plus puissant, d'un système de stabilisation plus performant, d'un blindage plus épais et d'un espace de tir mieux organisé. Mais tous ces éléments assemblés formaient une mécanique si complexe qu'elle exigeait une maintenance constante, une logistique lourde et une formation spécialisée. Ce n'était pas un char pour les batailles improvisées. C'était une arme de démonstration, pensée pour des conflits qui ne vinrent jamais. Dans le reste du monde, l'évolution allait dans une autre direction. Les puissances militaires développaient des chars de combat principaux, des véhicules plus légers, plus flexibles, capables d'opérer dans des environnements variés. Le TEDx, avec sa masse, son coût et sa spécialisation, n'avait pas sa place dans cette nouvelle génération de blindés. Aucun pays ne tenta de le copier, aucun constructeur ne reprit ses idées. Il resta unique et isolé. Même ses chiffres de production restent entourés d'incertitudes. Les estimations occidentales parlaient de 8000 exemplaires,
mais les données soviétiques suggèrent plutôt un total compris entre 2500 et 3500 unités, toutes versions confondues. Cela suffirait tout de même à en faire le char lourd le plus produit de l'histoire, bien que cette production ait surtout servi à alimenter des parcs de stockage et non des champs de bataille. Le T-10 ne laissa que peu de traces dans la culture populaire. Contrairement au T-34 ou au T-70, il n'apparaît que rarement dans les films, les manuels ou les expositions. Trop tardif, trop discret, trop peu utilisé, il échappa à la postérité. Pourtant, dans certains musées militaires, il trône encore, silencieux, imposant, entouré de prototypes oubliés et de véhicules expérimentaux jamais entrés en service. Les visiteurs lisent tous les panneaux: canon de 122 mm, moteur de 750 chevaux, blindage frontal de 250 mm. Ils prennent des photos, hochent la tête, passent leur chemin, sans toujours comprendre qu'ils viennent de croiser le dernier représentant d'un monde révolu, celui où l'on croyait encore qu'un monstre de 50 tonnes pouvait faire plier l'histoire. Le T-10 n'a jamais eu sa guerre. Il n'a jamais prouvé sa valeur dans le feu de l'action, mais il demeure comme une relique absolue de l'ingénierie soviétique, une machine trop ambitieuse, trop coûteuse, trop tardive. Un géant construit pour un avenir qui, finalement, ne viendrait jamais.